Écoutez, bonjour à tous. Je vais faire comme Jean-Philippe tout à l'heure, je vais m'excuser aussi, mais ça sera l'excuse inverse. Moi, j'ai pas pu être dévote ce matin. Je pouvais vraiment pas, j'aurais voulu, mais donc j'ai pas entendu ce qui s'est dit ce matin. Peut-être qu'il y aura quelques redites. Je vais vous parler de la formation des planètes. Alors c'est un sujet, ça paraît pas comme ça, mais c'est assez vaste et assez complexe. Donc, ce que je vous propose au cours des 20 petites minutes qu'on a, c'est tout d'abord de vous présenter les grandes lignes de ce qu'on a coutume d'appeler le modèle standard, c'est-à-dire c'est un scénario qui a été développé depuis les années 70 pour expliquer la formation de notre système solaire à nous, comment à partir d'un nuage de gaz en contraction, une proto-étoile, puis un disque protoplanétaire se sont formés. Dans ce disque, des grains se condensent, ils se cognent entre eux, ils font des cailloux de plus en plus gros qui font des planètes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et comment, ensuite, dans une deuxième partie, ce que je vous propose, c'est de voir comment ce modèle standard a résisté ou n'a pas résisté à ce que nous savons aujourd'hui des exoplanètes. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, le modèle standard doit expliquer plein de choses. Les contraintes les plus fortes sur le modèle standard, c'est qu'il doit expliquer la masse des planètes du système solaire et leur composition. Alors, évidemment, j'imagine que vous savez tous et toutes qu'il y a deux types de planètes dans le système solaire. Les 4 planètes telluriques les plus proches, qui sont essentiellement des gros cailloux. Elles sont essentiellement composées d'éléments lourds. Par exemple, la Terre, les 2 tiers de la masse de la Terre, c'est de l'oxygène et du fer. Et ces planètes telluriques contiennent très très peu d'hydrogène et quasiment pas d'hélium, ce qui a priori est quand même très bizarre, parce que le Soleil, lui, à 98%, c'est de l'hydrogène et de l'hélium, et c'est la composition, grosso modo, de l'univers dans son ensemble. Donc les planètes telluriques, elles ont une composition très bizarre. C'est très différent pour les planètes géantes. Alors, vous avez 2 types de géantes, les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, qui contiennent plusieurs centaines de masses terrestres, pour Jupiter, de gaz, mais c'est pas tout. On oublie souvent que les planètes géantes contiennent aussi beaucoup de masse solide. Alors là, pour être sûr que personne ne me tape sur les doigts, j'ai vraiment mis des marges assez larges, contiennent entre 10 et 40 masses terrestres de solide, pour Jupiter et pour Saturne. Donc c'est très lourd, à la fois du gaz et des éléments lourds. Uranus et Neptune, alors elles, on les appelle des fois encore les géantes gazeuses, c'est pas vrai, c'est des géantes de glace. L'essentiel de leur masse, c'est de la glace. Il y a aussi du gaz, mais peut-être 20% de gaz. C'est énorme par rapport à la Terre, mais c'est très très peu par rapport à Jupiter et Saturne. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est peut-être des évidences, mais ça fait jamais de mal de les redire, que la masse totale de toutes les planètes telluriques, c'est rien du tout, c'est peanuts par rapport au Soleil lui-même. C'est quelques millionièmes de la masse du Soleil, et même les planètes géantes représentent à peine plus que 0,1% de la masse du Soleil. Ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Et on peut s'amuser à jouer à un jeu, c'est pas le jeu le plus passionnant du monde, mais c'est un jeu quand même. On peut s'amuser à reconstruire à partir de tout l'hydrogène et tout l'hélium qui a dû disparaître, parce qu'on pense qu'au départ tout ça avait la composition du Soleil, la masse qu'il y avait au départ dans le disque qui a formé toutes ces planètes. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse solaire de masse minimale, la MMSN avec les initiales anglaises, et on montre qu'il devait y avoir au minimum 3% de la masse du Soleil dans ce disque qui a formé les planètes plus tard. Alors, une autre contrainte très forte sur le modèle standard, c'est l'âge du système solaire. Alors là, on a des contraintes très très bonnes. On connaît à une très grande précision l'âge des plus anciennes roches du système solaire. On les connaît à peu près à cette précision-là. Tous les chiffres sont significatifs ici. Les plus anciennes roches. Et on connaît aussi, c'est très important, l'âge des plus anciennes roches différenciées. C'est-à-dire l'âge des plus anciennes roches qui proviennent de corps suffisamment gros pour qu'il y ait une différenciation entre l'intérieur et l'extérieur de ces corps. Et je ne rentre pas dans les détails, mais ça donne des contraintes assez fortes sur les temps de formation des planètes. Et par exemple, pour une planète rocheuse comme la Terre, en étant large, on pense que ça a dû se passer entre 10 et 100 millions d'années. C'est à peu près l'intervalle de temps pour former une planète comme la Terre. Alors, tout commence avec un nuage moléculaire. Un nuage moléculaire, c'est un gigantesque nuage de gaz. Alors quand je dis gigantesque, c'est vraiment gigantesque. Il peut faire de l'ordre d'une fraction de parsec de taille. Un parsec, c'est quand même 30 000 milliards de kilomètres. Ce nuage est très, très étendu, très dilué, très froid, à peu près 10 degrés Kelvin. Quand je dis dilué, il est vraiment dilué, à peu près entre 100 et 10 000 molécules par centimètre cube. Pour vous donner une idée, un morceau d'atmosphère de la Terre, c'est plutôt 50 milliards de molécules. Donc c'est très 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 peu dense. Ça a une structure,
je ne rentre pas dans les détails, ça tourne sur lui-même forcément, parce que tous les nuages, n'importe quelle structure dans la galaxie va être animée d'un mouvement un petit peu aléatoire. Et en gros, ces nuages tournent typiquement en 1 million d'années sur eux-mêmes. Là, vraiment, c'est à la louche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors là, c'est très très moche, mais je vous rassure, c'est très très moche sur mon écran aussi. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que ce nuage va se contracter sur lui-même pour des raisons qu'on ne maîtrise pas encore totalement, va se contracter sans doute dans plusieurs endroits, vont se créer des surdensités qui vont donner naissance ensuite aux proto-étoiles puis aux étoiles. Et puis comme ce nuage se contracte, alors là je schématise vraiment à mort, pour conserver le moment cinétique, il va tourner de plus en plus vite sur lui-même. À un moment donné, la force centrifuge va aplatir les parties externes de ce nuage pour former un disque, et à un moment donné, avoir une phase où coexiste une proto-étoile au centre, les restes du nuage qui s'accrètent sur ce disque qu'on va appeler le disque protoplanétaire, et la matière est transférée du nuage au disque vers l'étoile, et l'étoile, elle, va rééjecter une partie de cette matière avec 2 jets puissants à ses pôles. Alors, là, c'est simplifié à l'extrême, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui complique beaucoup le problème, j'espère que ça va passer, c'est qu'en réalité, les étoiles, on le sait, alors, cette main nous dérange, on le sait, se forment en groupe. Alors j'adore montrer cette vidéo parce que quand je montre cette vidéo, en général, je peux dire n'importe quoi. Je peux parler de la recette de la poule au pot. Ça n'a aucune importance. Les gens regardent la vidéo, ils sont scotchés. C'est une vidéo assez ancienne, c'est assez impressionnant, qui vous montre une simulation de formation d'un groupe d'étoiles et qui vous montre qu'en fait, les étoiles se forment par groupe et qu'il y a des interactions extrêmement fortes entre les proto-étoiles qui naissent, et surtout, les étoiles vont avoir des masses différentes. Les grosses étoiles vont vivre beaucoup moins longtemps que les petites étoiles. Par exemple, les étoiles les plus grosses vont mourir avant que les étoiles les plus petites atteignent leur rythme de croisière. Donc c'est extrêmement complexe, et c'est un des domaines de recherche vraiment actuels, essayer de comprendre comment la formation planétaire autour d'une étoile est influencée par l'environnement assez énergétique, on va dire, qui régnait au tout début. Qu'à cela ne tienne, à un moment donné, on atteint cette étape-là, un disque protoplanétaire. Alors un disque protoplanétaire, vous en avez déjà entendu parler dans l'exposé de Anne-Marie, c'est en gros, vous avez une étoile, une jeune étoile au centre, entourée d'un disque qui est essentiellement 99% de gaz, il est extrêmement chaud au départ, et il va se refroidir au cours du temps. Et dans ce disque qui se refroidit au cours du temps, il va y avoir 2 limites fondamentales. La première limite fondamentale, c'est vers 1300-1400 degrés, c'est la température à laquelle vont pouvoir se condenser les silicates, les roches, en gros. Cette température est extrêmement élevée, mais au départ, dans une bonne partie du disque, on est au-delà de cette température. Et puis plus loin, dans les parties les plus externes, vous avez une deuxième température fondamentale, 162 degrés Kelvin, c'est ce qu'on appelle la limite des glaces. C'est la température à laquelle la glace d'eau se condense dans un environnement presque vide, c'est pas 0 degré Celsius. À l'intérieur de cette limite, rien n'est solide. Entre là et là, vous n'avez que de la roche. Et au-delà de cette limite, vous avez plus de matière solide disponible, vous avez de la glace d'eau, qui est à peu près 3 fois plus abondante que la roche. Alors, à mesure que ce disque se refroidit, des petits grains vont se condenser. Ces grains font quelques fractions de microns au départ, je ne rentre pas trop dans les détails. Ensuite, ils vont se cogner les uns avec les autres, ils vont coller les uns aux autres par des forces de contact, de surface, pour former des structures plus ou moins fractales qui vont ensuite se compacter. Croyez-moi sur parole, ça marche à peu près. On peut atteindre des choses qui font la taille de cailloux, quelques centimètres de taille à peu près, jusqu'à peut-être 10 centimètres. Ça, on maîtrise à peu près, on peut même parfois le refaire en laboratoire. C'est après que ça se complique. C'est pour passer de ces cailloux à des structures beaucoup plus grosses qu'on appelle les planétésimaux, qui font plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres. Et là, on va dire que c'est l'étape la moins maîtrisée du scénario standard. Il y a un problème qu'on appelle la barrière du mètre. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en gros, dès qu'on atteint la taille du mètre, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, non seulement quand vous cognez, vous accrétez plus, mais aussi, avec cette taille-là, en frottant dans le gaz qui reste dans la nébuleuse, vous allez tomber très rapidement sur le Soleil. Et on a du mal à franchir cette barrière du mètre. Alors, il y a quand même des idées, mais il n'y a pas un consensus absolu là-dessus. Qu'à cela ne tienne, on va faire comme si c'était résolu, et on va sauter à saute-mouton sur cette étape, et on en arrive à une étape qui, elle, est mieux connue, c'est ce qu'on appelle l'accrétion des planétésimaux. Vous avez des machins qui font à peu près la taille d'astéroïdes, quelques kilomètres, qui vont, eux, cette fois-ci, cogner entre eux, et qui vont s'accréter, non pas par des forces de surface, mais par leur gravitation mutuelle. Donc il faut qu'ils cognent suffisamment peu vite pour qu'ils restent collés par leur gravitation. Alors quand je dis peu vite, c'est vraiment peu vite. Pour que 2 corps de 1 km
restent collés avec leur propre gravitation, il ne faut pas qu'ils cognent à plus que 5 ou 10 mètres par seconde. C'est la vitesse d'un vélo qui ne va pas très vite. C'est ça. Hein. Dès que ça va plus vite que ça n'accrète pas. Donc c'est un phénomène très sensible à n'importe quelle perturbation. Mais on pense que ça marche pas trop mal, ça marche même très bien, et on pense, par un processus un peu bizarre qui s'appelle l'accrétion boule de neige, certains petits privilégiés vont grossir extrêmement vite, et on peut former des corps qui font à peu près la taille de Cérès en à peu près 10 000 ans. Et ensuite, on se retrouve dans un disque avec plein de corps qu'on appelle des embryons planétaires qui font entre la taille de Cérès et peut-être un peu moins que la taille de Mars. Et vous avez un jeu de massacre, un jeu de quilles gigantesque. Tous ces embryons vont commencer à interagir les uns avec les autres, vont se cogner entre eux, parfois se détruire, parfois s'accréter. Et dans ce jeu de massacre, eh bien, a priori, les simulations, les ordinateurs qui disent toujours la vérité, c'est ce qu'on m'a dit, vous donnent, par exemple ici, eh bien, 3 planètes qui font à peu près la bonne taille à l'endroit où on veut au bout de quelques millions d'années. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, mais ça peut marcher. Et on pense que c'est dans ces étapes finales qu'a eu lieu quelque chose d'important pour nous, la formation de la Lune, hein, qui est justement le résultat d'un de ces jeux de quilles, une planète qui faisait presque la taille de Mars, qui a impacté la Terre 50 millions d'années après sa formation. Alors ça, c'était pour les planètes telluriques. Pour les planètes géantes, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un défi à relever, c'est que vous devez accréter, par exemple pour Jupiter, 300 masses terrestres de gaz, et vous avez seulement 10 millions d'années pour le faire, parce qu'on sait qu'au bout de 10 millions d'années, le gaz disparaît. Comment ça marche? Alors c'est... Anne-Marie m'a déjà spoilé un peu, mais tant mieux. C'est ce qu'on appelle le modèle du cœur solide. Vous allez d'abord former une grosse planète tellurique, en gros, hein, mais plus massive que les planètes telluriques, parce que vous avez de la glace d'eau à votre disposition, il y a plus de masse, c'est plus gros. Vous allez atteindre peut-être 10 masses terrestres, et quand vous dépassez 10 masses terrestres, vous êtes suffisamment gros pour attirer le gaz autour de vous, sur vous. Et là ensuite ça s'emballe, il y a un phénomène un peu catastrophique qui fait que vous attirez énormément de gaz en très peu de temps, et vous arrivez à créer une enveloppe de gaz de plusieurs centaines de masses terrestres. Alors, il y a quand même des subtilités un petit peu là-dessus. La grande mode depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le modèle du grand tac, qui vous dit qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que Jupiter et Saturne, et toutes les planètes géantes, se sont pas formées exactement là où vous les voyez aujourd'hui, elles se sont formées un peu plus près, ensuite elles ont migré vers l'intérieur, elles ont mis un bazar pas possible dans la région actuelle de la ceinture d'astéroïdes jusqu'à l'orbite de Mars, elles sont reparties en arrière, et ça serait ça qui vous expliquerait à la fois la petite taille de Mars et le fait qu'il y a très peu de matière dans la ceinture d'astéroïdes. Alors j'avais une animation, je vais passer, et on en arrive tout de suite à ce qui, j'imagine, nous intéresse le plus, c'est comment ce modèle standard eh bien, se compare à l'épreuve de ce qu'on sait des exoplanètes. Alors avant de vous montrer les exoplanètes, je vais vous montrer ce que Anne-Marie aussi vous a montré, c'est que avant même la détection des exoplanètes, on a eu, par les observations, la confirmation que le modèle standard, c'était pas n'importe quoi, parce qu'on a vu dès les années 80 eh bien, des disques autour d'étoiles jeunes. On a eu la confirmation que les disques protoplanétaires existent avant d'avoir la confirmation qu'il y ait des exoplanètes. Donc au moins les premières étapes de ce processus de formation planétaire ne paraissent pas complètement absurdes. Alors là, je vais vous remonter pour la 25e mille fois ce graphe que vous avez déjà vu en long et en large, mais tant mieux, comme ça m'évite de l'avoir expliqué beaucoup. Voici un portrait de famille des exoplanètes détectées à ce jour. J'ai mis, comme l'a fait je crois aussi Anne-Marie quand elle a montré, les planètes du système solaire en comparaison, et vous voyez que, eh bien, effectivement, jusqu'à présent, on a détecté très peu de planètes qui ressemblent aux planètes de notre système solaire. Et là, on peut quand même légitimement se poser la question, c'est que le scénario standard qui a été en gros construit pour expliquer ça, comment il peut vous expliquer ça? Et en particulier, on va passer en revue quatre types de planètes un petit peu bizarres. Alors, les Jupiter chauds, historiquement les premiers qui ont été détectés, les mini-Neptunes, les super-Terres, alors tous ces noms sont assez rigolos, et enfin, le groupe dont a parlé Anne-Marie aussi, les planètes géantes distantes qui ont été pour la plupart détectées en imagerie. Aucun de ces groupes ne correspond à ce que nous voyons dans le système solaire. Alors attention, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, il faut le redire, ce graphe est extrêmement biaisé. Ce n'est pas la réalité des exoplanètes, ça. Ce graphe est extrêmement contraint par les limitations des méthodes observationnelles. Si on ne voit pas de planète là, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'on est incapable de voir une planète là. Il faut bien avoir conscience de ça. Alors il y a des gens qui s'amusent à jouer à ce jeu, alors, je ne sais pas si on vous en a parlé ce matin, sinon je m'excuse par avance, d'essayer de débiaiser ce qu'on voit, c'est-à-dire d'essayer de tenir compte
des biais observationnels et de voir quelle est la distribution sous-jacente d'exoplanètes qui se cache derrière ce qu'on voit. Alors, ça a été fait notamment avec les données du satellite Kepler, qui à lui tout seul représente plus de la moitié de toutes les exoplanètes découvertes. Alors attention, ça concerne des planètes qui sont très très près de leur étoile, qui orbitent en moins de 100 jours, et voici à peu près la fraction par étoile de planètes d'une taille donnée en fonction de leur taille. Vous voyez, par exemple, des planètes de type Terre, eh bien, si vous additionnez les trois premiers, à peu près 20% des systèmes qui ont des planètes qui font à peu près la taille de la Terre. Vous avez ensuite les super-Terres, les mini-Neptunes, et puis vous avez une grosse chute ici entre les mini-Neptunes et les super-Neptunes et les géantes gazeuses. Donc c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes à expliquer. Alors, la première chose qu'on a essayé d'expliquer, c'est évidemment la présence de ce qu'on appelait les Jupiters chauds. Ces planètes qui sont de la taille des planètes géantes, mais qui sont beaucoup plus près de leur étoile que Mercure dans le système solaire. Parce que s'il y a vraiment un truc que le modèle standard est incapable d'expliquer, c'est ces monstres-là, en tout cas le modèle standard dans sa version 1995, et il semble que le seul moyen d'expliquer la présence de ces monstres, c'est qu'ils ne sont pas formés là. C'est pas possible. Comment ils ont pu arriver là ? Par ce qu'on appelle la migration. Alors là, si la vidéo marche... Ah, voilà. N'achetez pas un Mac. La vidéo ne marche pas, mais je vous garantis que dans cette vidéo, fermez les yeux et croyez-y très fort, vous avez une planète dans un disque de gaz qui va migrer vers l'étoile centrale. C'est un phénomène assez fort, assez facile à modéliser, et le problème c'est que ça marche trop bien. C'est-à-dire que vous mettez... Non, c'est vrai. Vous mettez un disque de gaz, à peu près avec un profil de densité normale, vous rajoutez, hop, vous jetez un Jupiter dedans, ou même vous jetez un truc qui fait 20 ou 30 fois la masse de la Terre, ça va migrer automatiquement. Alors parfois vers l'extérieur, mais le plus généralement vers l'intérieur. Et évidemment, on se pose la question, mais pourquoi c'est pas arrivé tout le temps ? Parce qu'on sait aujourd'hui que les Jupiters chauds, en fait, c'est une toute petite fraction, 1 ou 2%, pas plus, de la vraie distribution des exoplanètes. Mais ils existent. Alors ensuite, il y a des modèles pour essayer d'expliquer la formation des super-Terres et des mini-Neptunes. Je ne rentre pas dans les détails. Apparemment, ces objets ont une masse qui est juste suffisante pour commencer à accréter du gaz, mais pas suffisamment pour déclencher la catastrophe qui a donné lieu à la naissance de Jupiter. Suffisamment de gaz pour avoir une très forte enveloppe de gaz, et la limite entre les mini-Neptunes et les super-Terres, c'est la limite à partir de laquelle, quand vous avez une période de chauffage, vous êtes capable de garder ou pas cette enveloppe de gaz. Alors ça, c'est vraiment tout frais, ça sort du four, c'est des théories qui ont 1 ou 2 ans. Je ne garantis pas que si je venais vous présenter ça dans 5 ans, je vous présenterais le même graphe, mais pour l'instant, c'est des choses actuelles. Et puis évidemment, Anne-Marie en a parlé déjà, mais je vous le redis, il y a une autre population qui est vraiment bizarre, c'est ces planètes géantes très loin de leur étoile, à des dizaines, voire des centaines d'unités astronomiques. Et là, effectivement, le modèle standard, il a beaucoup de mal à les produire. Et là, a été ressorti des cartons, parce que c'est un modèle qui avait le vent en poupe dans les années 60-70, le modèle dans lequel les planètes se forment par instabilité gravitationnelle directement dans le disque protoplanétaire. Ce modèle avait été rejeté, par exemple, pour Jupiter et Saturne, parce que ça ne marche pas, c'est trop près de l'étoile, pour plein de raisons. Mais peut-être qu'à 50, à 100 unités astronomiques, ça marche beaucoup mieux. Et ça serait ça l'explication, pour l'instant, la plus plausible, sans doute, pour ces planètes géantes, vues très loin de leur étoile. Et là, ça pose une question intéressante. C'est que là, ce phénomène de formation commence à ressembler au phénomène de formation des étoiles de petite masse. Qu'est-ce qui, donc, distingue vraiment la formation des plus grosses planètes des plus petites étoiles ? Parce que, je vais rappeler des choses qui ont déjà été dites, une planète géante, mettons que ça fait la masse de Jupiter. Ensuite, vous avez cette zone grise, ou plutôt brune, entre 13 et 75 masses de Jupiter, où vous êtes presque une étoile, mais pas tout à fait. Ensuite, vous avez les petites étoiles qu'on appelle des étoiles M, c'est des vraies étoiles. Et puis à environ la moitié de la masse du Soleil, vous avez les étoiles de type K, G, qui sont les étoiles de type solaire. Et effectivement, il n'y a a priori aucune raison que la manière dont vous vous formez dise quelque chose sur le fait que physiquement, vous êtes un objet différent. Est-ce que les planètes géantes se forment d'une manière différente que les naines brunes, que des petites étoiles M ? Et là, ce n'est pas encore résolu. Alors, il y avait une dizaine d'années, on parlait beaucoup de ce qu'on appelait le désert des naines brunes, c'est-à-dire qu'il semblait y avoir un manque de naines brunes par rapport à ce qu'on attendait si on extrapolait la distribution des planètes et des étoiles de faible masse. Apparemment, ce désert, depuis 5-6 ans, se verdit de plus en plus. Donc, ça
c'est vraiment trop tôt pour dire, mais peut-être ce désert n'existe pas ou n'existe pas comme on le pensait précédemment, mais en tout cas, ça pose vraiment une question intéressante, c'est la limite physique entre ces deux objets correspond-elle à la limite de la manière dont ces différents objets se sont formés. Et ensuite, et je terminerai sans doute là-dessus pour être à peu près dans les temps, ce qui pour moi est peut-être le plus gros défi au modèle standard, mais ne me croyez pas sur parole parce que ça c'est mon thème de recherche à moi, donc on a toujours tendance à dire que ce qu'on fait c'est super. Pour revenir au thème des enfants, mes enfants sont les plus beaux. Et ben voilà, ça c'est mon thème de recherche. Il faut même, c'est important de préciser que 200 exoplanètes ont été découvertes dans des binaires. Alors c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. C'est pas beaucoup parce qu'a priori la moitié des étoiles de la galaxie sont dans des binaires. Donc sur 4000 exoplanètes, on s'attendrait à 2000. Mais il faut bien voir que, en tout cas dans les premiers temps, la plupart du temps, on éliminait les binaires des grands surveys d'observation d'exoplanètes. Parce que ça complique les choses, notamment avec la méthode des vitesses radiales, c'est un enfer pas possible. Elles ont été éliminées. Et puis, il y a certains cas, peut-être c'est des systèmes binaires, on n'a pas encore découvert l'étoile compagnon. Mais il y en a quand même 200. Et ça c'est pas mal parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et par exemple, il y a notamment, alors je ne rentre pas dans les détails de ce graphe, on connaît une poignée, une petite dizaine de systèmes dans lesquels la séparation entre les deux étoiles est de moins de 30 unités astronomiques. Et il y a une planète géante quand même autour de une des deux étoiles. En gros, il y a 4 systèmes dans lesquels vous prenez le système solaire, vous prenez Uranus, vous l'enlevez, vous le remplacez par une étoile. Et il y a quand même une planète géante dans la ceinture d'astéroïdes. Alors déjà dans le système solaire, on se dit que c'est pas possible de former une grosse planète dans la ceinture d'astéroïdes, mais vous mettez une étoile à la place d'Uranus, et il y en a quand même. Alors est-ce que c'est le plus grand défi au modèle standard? Je sais pas, mais c'est un des thèmes de recherche actuels. Comment expliquer la présence de ces anomalies? Et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est la configuration de notre plus proche voisin dans la galaxie, le système Alpha Centauri. Alors, c'est vrai que l'étoile, strictement parlant, la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure, mais c'est une toute petite étoile M qui en orbite autour de Alpha du Centaure A et B, qui sont, eux, 2 étoiles quasiment identiques au Soleil, qui tournent l'une autour de l'autre, qui ont 20 unités astronomiques de séparation, donc la distance Soleil-Uranus, et c'est l'un des systèmes les plus, a priori, les plus intéressants à observer. Il y a beaucoup de programmes qui essayent de découvrir des planètes dans ce système le plus proche, qui est un système binaire, 20 unités astronomiques de séparation. Et ça serait, découvrir une planète dans ce système-là, ça serait quand même déjà intéressant, et aussi ça ferait que les théoriciens devraient un petit peu revoir leur modèle, parce qu'on a beaucoup de mal, on a des pistes, mais rien n'est vraiment satisfaisant pour l'instant. Et donc je vais terminer là-dessus, sur plein de questions ouvertes, parce que c'est une discipline encore relativement jeune. Si je reviens dans 5 ou 10 ans vous refaire la présentation, sûrement la moitié de ce que je viens de dire ne va plus tenir la route. Mais pour l'instant, on va dire que ça tient à peu près la route, et je m'arrête là pour pas trop déborder. Voilà.